Un grand salut à vous, mon cher Bachir. C'est un plaisir de vous retrouver aux manettes du grand festin panafricain. Je salue toute l'équipe technique comme je le fais d'habitude. Étant souvent de l'autre côté de la caméra, je maîtrise évidemment tous leurs soucis et toute la difficulté de mener une grande émission qui dure des heures comme celle-ci. Je salue mes collègues panélistes, les amis et les autres, j'ai plaisir de débattre avec eux. Je salue surtout nos nombreux téléspectateurs des 4 continents. La question du Venezuela que vous posez, elle implique une question plus large et une question qui a en fait plus de 5 décennies d'existence. C'est quelle réponse apporter à l'impérialisme américain? Je vais tenter d'y répondre à partir de mon expérience personnelle. Elle est, elle aussi, de plus de 40 ans. Je vais aussi y répondre à travers l'exemple du Venezuela. Lorsque j'ai commencé à intervenir sur Afrique Média, on m'a demandé de partout quelle était la raison de mon anti-américanisme radical et primaire. C'était particulièrement la question de la direction d'AMTV. On ne parlait pas encore à l'époque de déstabilisation américaine et de recolonisation du continent. J'ai toujours répondu, je réponds encore aujourd'hui, que je partage la position du Che Guevara. En pleine crise des missiles à Cuba en 1962, le Che Guevara expliquait que l'impérialisme et l'exploitation avaient une tête, les États-Unis, et qu'il fallait la couper. C'est toujours aujourd'hui ma position. Comment le Venezuela tient-il le coup? Mais aussi, il faut se poser la question, parce que la crise au Venezuela, c'est la 5e révolution de couleur. Il y en a eu 4 autres avant. Elles se sont déroulées depuis l'année 2002, à 2 reprises contre Chavez, émaillé aussi de tentatives de coup d'État, puis contre Maduro, à nouveau avec des tentatives de coup d'État. Toute cette opposition qu'on présente comme démocratique, etc., ce sont les Guaidó, les Carrillo, etc., ce sont des gens qui ont collaboré avec des militaires félons à plusieurs reprises pour tenter de s'emparer du pouvoir au Venezuela. Comment le Venezuela a-t-il fait front? Au début, il n'y avait pas du tout ni l'appui de la Russie ni l'appui de la Chine. L'appui de la résurgence, la reconstruction de l'État russe par Poutine, l'émergence de l'État chinois au niveau mondial par Xi Jinping, ce sont des phénomènes récents. Pour la Russie, ça a commencé à la conférence de Munich en 2008 par le grand discours anti-atlantiste de Poutine. Et pour Xi Jinping, ça a commencé lorsqu'il a défini pour la première fois un programme géopolitique mondial et non plus régional pour la Chine avec ses fameuses nouvelles routes de la soie. Jusque-là, les peuples devaient se débrouiller. Certains ont été lâchés au vent mauvais de l'histoire. L'Irak, par exemple, en 2003, l'Afghanistan en 2002, et aussi, malheureusement, la Libye de Kadhafi en 2011, où pour la dernière fois, les libéraux russes qui soutiennent Poutine, il y a une fraction qui est pro-occidentale, une fraction qui est patriote et qui soutient Poutine, c'est celle de Medvedev. Mais Medvedev ne voulait pas de conflit avec les Occidentaux. Ils ont lâché à la colère de Poutine, Premier ministre à l'époque, la Libye de Kadhafi qui s'est retrouvée seule. Pourtant, des peuples ont résisté, dont le Venezuela, dont la Corée du Nord, qui petit à petit a accédé au statut de puissance nucléaire à partir de 2012, sans doute. Il y a d'autres pays qui ont résisté, la Syrie, qui n'a pas eu de soutien russe avant 2014. Il y en a eu beaucoup d'autres. Comment ont-ils fait? Les Iraniens aussi et tant d'autres. Ils l'ont fait en organisant un front anti-impérialiste, anti-américain de soutien, qui leur permettait de s'appuyer mutuellement, de se soutenir médiatiquement, de se soutenir politiquement, de se soutenir aussi économiquement, parce que la principale arme de la déstabilisation américaine, ce ne sont pas les révolutions de couleur, ce ne sont pas les guerres médiatiques, ce sont la guerre des sanctions, dont le but, disait Madeleine Albright,
dans les années 1980, c'est de renvoyer un État moderne aux portes du Moyen-Âge. Le renvoyer, au fond, comme elle l'a dit avec cynisme, des poubelles du tiers-monde. Tous ces gens, pourtant, tous ces militants exemplaires, tous ces régimes qui ont pour caractéristique ou d'être socialistes ou d'avoir des économies dirigées, aujourd'hui et depuis 10 ans, le clivage n'est plus entre la droite et la gauche. Il n'est pas du tout entre socialistes et capitalistes. Il n'est pas du tout non plus, comme Macron et Marine Le Pen essayent de nous faire croire aujourd'hui, entre mondialistes contre nationalistes. Le clivage, il est de nature géoéconomique, parce que c'est ça le fondement du monde globalisé. C'est l'économie globalisée libérale, le libéralisme ultra, contre les économies dirigées, c'est-à-dire la différence dans le cas du libéralisme, ce sont les firmes multinationales, la finance, les banques qui dirigent le monde. Dans le cas de l'économie dirigée, ce sont les États, ce sont les forces politiques, ce sont les présidents. C'est le modèle de la Russie, c'est le modèle de la Chine, c'est le modèle de l'Iran, par exemple. C'est ce qui a permis à tous ces gens, avant que la Chine et la Russie n'interviennent à leur côté au Conseil de sécurité, de se défendre et de se soutenir. Depuis maintenant 4 à 5 années, les Russes et les Chinois votent avec les Russes, défendent tous ces États, et ils sont rejoints aux Nations Unies par des États de la ligne de front, par exemple la Guinée équatoriale qui siège depuis 2 ans au Conseil de sécurité, qui vote avec eux et qui organise un front de résistance à l'impérialisme américain et à l'exploitation. La question qui est donc posée, c'est comment sauver le Venezuela. Sauver le Venezuela, c'est très simple, il faut appuyer la Chine et la Russie. Il faut arrêter de raconter qu'on peut s'en sortir tout seul. Ce que je dis ici, c'est valable pour le Venezuela, pour la Syrie, mais c'est valable aussi pour l'Iran, ou c'est valable aussi pour tous les États africains victimes de la déstabilisation américano-occidentale. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est les soutenir médiatiquement. C'est ce que fait Afrique Média. La guerre médiatique, c'est une dimension fondamentale. Nous allons en parler dans le sujet suivant sur le cyberterrorisme. Il faut surtout soutenir la constitution d'un front anti-impérialiste, d'un front américain de par le monde. C'est une position que mon organisation en Europe défend depuis les années 60. Une erreur a été commise par de nombreux régimes révolutionnaires dans les années 60 qui étaient menés à l'époque par l'Algérie du FLN qui venait de se libérer de l'impérialisme français et le Cuba de Castro et de Guevara. C'est ce qu'on a appelé la tricontinentale. La tricontinentale, c'était l'alliance des peuples contre l'impérialisme américain, mais elle avait oublié un front de la guerre qui était un des fronts principaux, c'était l'Europe occidentale elle-même. Le tiers-monde doit porter la guerre contre l'impérialisme américain dans les métropoles impérialistes d'Occident, en Europe occidentale. C'est le contrôle de l'Europe occidentale, de l'Union européenne aujourd'hui, par l'OTAN via les États-Unis, qui fait que les États-Unis sont une superpuissance. L'addition des économies nord-américaines, la deuxième au monde, de l'économie ouest-européenne, et arrêtez tous ces discours sur l'effondrement ou la décadence, vous mettez les économies des 28 pays européens, il n'y a pas photo, c'est la première puissance économique et financière mondiale. Il suffit de se rendre en Allemagne ou dans les grandes capitales de l'Europe pour comprendre. Eh bien, c'est le contrôle de cette économie puissante qui permet aux États-Unis d'être une superpuissance. Lorsque les États-Unis seront expulsés d'Europe occidentale, c'est le but de Pékin avec ses routes de la soie, c'est le but de Poutine avec son Eurasie de Vladivostok sur la Lisbonne. Les Américains ne seront plus qu'une puissance régionale, ce qu'ils étaient au début de leur émergence, au début du XVIIIe siècle, dans la mer des Caraïbes et dans la mer des Antilles.
Il faut donc non pas une tricontinentale, mais un front quadricontinental contre l'impérialisme et l'exploitation, un front qui unifie toutes les forces de ce qu'on appelait jadis le tiers-monde. C'est un thème, moi, qui ne me plaît pas, parce qu'il a une nuance de mépris. Ce tiers-monde, comme l'appellent les Occidentaux, c'est-à-dire les Africains, les Asiatiques, les Latino-Américains, doit s'unir aux puissances de l'Est, la Russie et la Chine, et doit s'unir à deux fractions de l'Europe occidentale. Tout d'abord, les militants anti-impérialistes et révolutionnaires, ceux que je représente au sein d'Afrique Média. Nous n'avons pas attendu les problèmes de ces années 2017, 2018, 2019 pour combattre. Nous combattons l'impérialisme américain depuis les années 60, pour ma part depuis le début des années 70, et je n'ai jamais baissé les bras. Et il faut aussi s'unir, ce que démontre la crise des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes qui sont montrés de la sollicitude et de l'intérêt pour certaines des causes africaines, comme l'Afrexit CFA, il faut se lier aux fractions en voie de paupérisation des masses européennes, ce que précisément les élites globalisées appellent avec mépris le quart-monde, en allusion au tiers-monde, on y revient. Eh bien, c'est l'union de tous ces gens qui fera le front anti-impérialiste, qui nous libérera de l'impérialisme et de l'exploitation. Il faut porter la guerre au cœur des métropoles impérialistes. Lorsque je dis porter la guerre, je ne pense pas actuellement à la guerre chaude, je pense à la guerre médiatique, à la guerre de propagande, je pense au combat de la justice.